ce que souhaite faire l'Institut dans sa démarche par rapport à Rio Plus 20, c'est de centrer notre réflexion sur le rôle des universitaires, le rôle des chercheurs dans toutes les démarches, dans toutes les mouvances actuelles qui touchent Rio Plus 20. Donc, il y a énormément de groupes qui sont sollicités. Il y a beaucoup, les États sont sollicités dans cette démarche qui, après 20 ans après Rio, de revoir, de faire progresser ces thèmes. Et on croit que le rôle des universitaires pourrait être accru, soit par la recherche que l'on fait à l'intérieur de formations que l'on fait, et c'est ce rôle-là que l'on cherche à valoriser. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Chantal-Lyne Carpentier pour nous entretenir sur les démarches en cours par rapport à la conférence de Rio Plus 20 et va aussi aborder les questions du rôle des chercheurs et du rôle de la société civile. Permettez-moi d'introduire Mme Carpentier. Mme Carpentier s'est jointe à la division du développement durable au sein du département des affaires économiques et sociales de l'ONU comme agent de développement durable à l'automne 2007. Elle est responsable des dossiers de consommation et production durable en agriculture et est coordonnatrice de la participation des groupes principaux à la Commission sur le développement durable pour la conférence Rio Plus 20 sur le développement durable. Elle avait au préalable passé 5 ans comme chef du programme relatif à l'environnement, à l'économie et au commerce de la Commission de coopération environnementale de l'Amérique du Nord. Après y avoir exercé les fonctions de gestionnaire de projet pendant 2 années. Elle a œuvré au sein du think tank Wallace Institute for Alternative Agriculture, en plus d'être consultante pour le programme des Nations unies pour le développement, la Banque mondiale et l'OCDE. Mme Carpentier est titulaire d'un doctorat en économie agricole et environnementale de la Virginia Polytechnic Institute and State University, de même qu'un baccalauréat et une maîtrise en économie agricole de l'Université McGill. Elle a complété un postdoctorat dans l'Amazonie brésilienne avec l'International Food Policy Research Institute et a aussi fait du terrain au Mexique et au Chili. Elle a en outre été sélectionnée pour participer à plusieurs programmes, dont le prestigieux Yale World Fellows Program, qui vise à établir un réseau mondial de nouveaux dirigeants et encourager la bonne entente à l'échelle internationale. Mme Carpentier publie régulièrement des articles scientifiques, des chapitres de livres et des rapports pour le secrétaire général des Nations unies qui traitent des relations complexes entre le développement durable, l'économie, le commerce et les politiques qui les appuient. Les travaux et intérêts de recherche de Mme Carpentier portent principalement sur les politiques, mécanismes et partenariats qui intègrent les 3 piliers du développement durable. Mme Carpentier siège et agit à titre de présidente au sein de multiples organismes consultatifs et donne et prononce de nombreuses conférences. Elle a publié un livre au Québec en 2008 sur l'investissement et l'éthique. Donc, je vous demande d'accueillir Mme Carpentier. Je peux juste le mettre. On va baisser ça. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici. Vous êtes si nombreux. Je suis contente de voir qu'il y a un intérêt pour Rio Plus 20, qu'on ne fait pas juste notre travail à New York et que la planète ne s'en rend pas compte. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, on m'a invité pour vous faire un peu un compte-rendu de où est-ce qu'on nous en sommes pour la préparation de Rio Plus 20. Et j'aimerais aussi, comme coordinatrice des groupes principaux ou des grands groupes, vous donner une idée de où en sont les grands groupes. Et ensuite, de faire un plus des questionnements sur le rôle des universités dans les accords internationaux et surtout la mise en œuvre des accords internationaux au niveau mondial. Alors, malheureusement, cette slide n'était pas traduite, mais les autres le sont. Donc, j'aimerais rapidement, je pense que toute la salle qui est ici, ça c'est comme à l'église, vous êtes tous convertis, donc vous savez les objectifs de la conférence, mais c'est bon de se le rappeler quand même. Il y a un seul objectif de la conférence, c'est de renouveler l'engagement politique envers le développement durable. Un seul objectif très simple et très clair, et on espère vraiment qu'on sera capable de l'atteindre. Bien entendu, pour atteindre ceci, il faudra regarder les progrès qu'on a faits et là où il y a des lacunes, et les documenter et voir quels sont les défis émergents qui n'étaient pas nécessairement sur l'agenda 21. Il y a 2 thèmes importants. Et si vous vous souvenez de un truc que j'ai dit aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une conférence environnementale. C'est une conférence sur le développement durable. Il est très important de savoir que sur le reste de la planète, on est en pleine croissance économique et sociale,
et on ne peut pas vraiment parler seulement d'environnement. Pour eux, il est primordial de parler de l'intégration, du développement économique, social et environnemental. C'est le seul moyen qu'ils y arriveront. Donc, les thèmes que l'Assemblée générale se sont mis d'accord sont l'économie verte dans le cadre du développement durable et l'élimination de la pauvreté, et un cadre institutionnel ou une gouvernance pour le développement durable. Et ça, pas seulement au niveau des Nations unies ou au niveau international, mais à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on pense qui va ressortir de Rio? À quoi on peut s'attendre? Les pays semblent très, très clairs dans ce qu'ils veulent, un document très concret et très précis. Pas un agenda 21 avec des milliers de chapitres, plusieurs pages, beaucoup d'engagements sans mise en œuvre. Je pense que la planète au complet est d'accord que si on avait mis en œuvre tous les accords sur les engagements qu'on a pris depuis 1992, on serait dans une situation complètement différente sur cette planète. Et je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure de où nous en sommes présentement et où il faudrait être. Et donc, le focus principal va être sur la mise en œuvre. Et comme le disait François Antil tout à l'heure, la mise en œuvre va demander un apport de tous les gens de la société civile, de tous les organismes, à tous les niveaux gouvernementaux aussi, incluant les universités qui ont été un peu à l'écart de la mise en œuvre jusqu'à maintenant, en grosse partie. Le document doit prendre en compte l'intégration des trois piliers du développement durable. On ne peut pas seulement parler d'économie, on ne peut pas parler seulement du social, on ne peut pas seulement parler de l'environnement. Il faut intégrer les trois piliers du développement durable dans ce document. Et aussi favoriser une cohérence des actions à tous les niveaux. Et comme je le disais, pas juste à l'ONU, mais au niveau des nations aussi. Où est-ce que nous en sommes? Plusieurs de vous le savez parce que vous avez fait des soumissions. Le 1er novembre était la date butoir pour soumettre, pour tous les gens de la société, de soumettre des propositions de qu'est-ce qu'ils aimeraient voir sortir de Rio + 20. Qu'est-ce qu'on a besoin pour mettre la planète sur une tangente durable? Et on a eu 686 contributions, dont 486 qui est venu de la société civile, des groupes principaux et autres. Donc, clairement, 78 des soumissions nous sont venues d'organismes non gouvernementaux, de business, d'autorités locales, etc. Les résultats, toutes ces soumissions-là, ainsi que les résultats des 5 réunions préparatoires régionales que nous avons, des réunions régionales de l'ONU, donc on a 5 régions à l'ONU. Malheureusement, le Canada et les États-Unis et le Japon font partie de la communauté européenne dans ce classement des régions. Et la seule réunion qui n'a pas eu lieu, c'est la nôtre, c'est celle de ICI qui va être à Genève le 1er et 2 décembre. Toutes les autres réunions ont eu lieu. Les résultats de ces réunions sont en ligne aussi et ils seront tous pris en considération pour préparer un document compilatoire de toutes ces propositions qui ont été faites, qui sera alors discuté le 15 et 16 décembre à New York. Ça va être la réunion intersessionnelle que nous aurons. Et à ce moment-là, ces discussions-là seront très importantes parce que la première journée, les pays membres et les groupes qui seront présents vont discuter de leur soumission. La deuxième journée, ils vont discuter du contenu, du format et de la structure du zero draft, du document qui ressortira de Rio + 20, que j'appelle le Outcome Document parce que je ne sais pas vraiment comment l'appeler en français. Et nous aurons donc des négociations d'une semaine chaque en février, mars et avril à New York sur ce document. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'il y aura plein de parenthèses partout dans le document. Et en principe, il devrait être finalisé à la 3e réunion préparatoire qui aura lieu à Rio de Janeiro juste avant la conférence. Maintenant, la plupart de vous le savez parce que j'ai envoyé l'information à mon collègue Yann Turgeon. Les dates de la réunion ont été changées. Ce n'est plus le 4 et 6 juin, c'est maintenant les 20, 21 et 22 juin. En partie parce que les dates originales étaient rentrées en conflit avec le Commonwealth et le jubilé de la reine. Et donc, David Cameron avait déjà dit qu'il ne viendrait pas. Et sans David Cameron et les 49 pays du Commonwealth, ça devient un non-sommet. Pour que une conférence devienne un sommet, ça prend un certain nombre de chefs d'État et des chefs d'État de certaines des nations qui sont
plus politiquement, qui ont politiquement plus de poids. Donc, si en partant, le UK, la Grande-Bretagne nous dit qu'on ne viendra pas, David Cameron dit qu'on ne viendra pas, ce n'est pas un bon départ. Donc, les dates ont été changées et les dates maintenant correspondent à tout de suite après la réunion du G20 qui va être au Mexique jusqu'au 16. Donc, stratégiquement, on se dit, parce que ce n'est pas l'ONU qui décide ça, c'est les pays membres qui décident. C'est le Brésil avec le bureau qui ont décidé de changer les dates, mais elles sont juste après la réunion du G20. Donc, clairement, on peut voir que ça peut mettre la pression sur le G20 pour avoir des résultats concrets, parce que si tu sors d'une réunion du G20 et que tu t'en vas au sommet de la Terre et que tu n'as rien de concret, ça ne paraît pas si bien. Donc, probablement qu'il y avait de la stratégie là-dedans. Et probablement qu'il y aura une négociation à travers toute la période et il y aura un document qui sera entériné à la fin. C'est beaucoup de processus, mais c'est important d'expliquer parce qu'après, on va voir comment on s'implique dans ces processus-là. Alors, la feuille de route, et ça, je ne vais pas aller en détail parce que vous aurez le PowerPoint après. Ça, c'est un peu les mêmes étapes que je vous parlais tout à l'heure, sauf qu'ici, vous avez les dates auxquelles ils auront lieu et les endroits où ils auront lieu. Donc, je vais passer rapidement sur cette slide. Je vous invite tous à aller sur le site Web. Toutes les propositions qui ont été faites, les 686 propositions, sont disponibles sur le site Web. Vous pouvez les lire, vous pouvez les étudier. Et ça, c'est une page qui a été prise il y a plusieurs semaines, comme vous pouvez voir, parce qu'il n'y en a pas 686. Elles sont tous là. Les groupes politiques, il est important de lire celles de la Chine et du G77, de la Communauté européenne, du Canada, des États-Unis. Ça vous donne un peu une idée de où les pays membres s'en vont, mais aussi de groupes comme Greenpeace, de groupes comme Oxfam et d'autres que vous connaissez, et pour vous donner une idée un peu de où quelles sont les positions. Mais je vais vous donner un peu un compte-rendu tout à l'heure. Le compte-rendu. Du côté des gouvernements, et je suis désolée, j'ai fait un export de mon Mac et ça a donné un peu un chambotage de mon formatage, mais bon. Le contenu est là. Donc, du côté de l'économie verte, dans le contexte de l'élimination de la pauvreté et du développement durable, il n'y a pas d'accord sur la définition de l'économie verte. Les pays ne se sont pas mis d'accord. Déjà, en partant, on a eu la réunion régionale que je vous parlais à Santiago pour l'Amérique latine au début septembre. Et dès le prime abord, ils ne se sont pas mis d'accord sur l'économie verte. Il y a beaucoup de craintes de commodisation de la nature, du protectionnisme du commerce international, beaucoup de craintes de conditionnalité à l'aide internationale. Et donc, ils ne se sont pas mis d'accord sur une définition. Et même au niveau international, il n'y a toujours pas d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire l'économie verte. Et c'est toujours difficile, de toute façon, à l'ONU d'introduire un nouveau terme, parce qu'il faut que tout le monde, en termes de droit international, c'est très difficile d'introduire un nouveau terme et se mettre d'accord si tout le monde n'est pas d'accord sur ce que ça veut dire et qu'on n'est pas tous sur la même page. Par contre, ce qui s'est passé en Amérique latine, qui était très intéressant, c'est que la Colombie et ensuite supportée par le Guatemala ont proposé des objectifs de développement durable, un peu comme les objectifs du millénaire pour la pauvreté, du Millennium Development Goals, de développement, mais pour le développement durable. Comme vous le savez, les objectifs du millénaire en développement, le but 7, l'objectif 7, c'est sur le développement durable. Ce serait un peu dans le cadre de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire et d'étaler un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ces objectifs-là. Donc, dans ce cas-là, ce que les gens parlent, c'est vraiment d'établir un processus entre Rio, en 2012, et 2015, quand on est prévu de revoir les objectifs du millénium de développement et d'intégrer ces objectifs de développement durable à même ces objectifs-là. Il y a aussi la Communauté européenne qui a proposé une feuille de route avec des objectifs clairs, avec des dates butoirs claires pour une économie verte. Donc, ce que ça veut dire, ce n'est pas encore clair qu'est-ce que ça veut dire. Si vous lisez leur soumission, ce n'est pas très étalé, mais il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par cette idée. Pourquoi? Ça permet à des pays à des niveaux de développement différents de s'intégrer, mais s'intégrer à leur niveau et capacité au moment où ils sont, à partir de leur niveau de développement et leur capacité. Et donc, ça permet à tout le monde de pouvoir être on board, mais à leur propre niveau. Et ça donne aussi des objectifs clairs à atteindre, même si les dates butoirs peuvent différer, un peu comme on fait avec les accords de libre-échange. Donc, les pays développés ont des dates butoirs qui sont plus rapprochées, les pays en développement plus tard. Donc, tu as des périodes de grâce. Donc, c'est un peu ce genre de discussion qui est aussi entamée au niveau de la Communauté européenne.
Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'accord. Là où il y a un accord, c'est que ça ne peut pas servir de protection commerciale, ça ne peut pas être de conditionnalité internationale ou un empiètement sur la souveraineté nationale. Parce qu'on parle de plus en plus de contraintes des ressources et donc on ne veut pas qu'on se fasse dire par d'autres pays comment gérer nos propres ressources. En termes du deuxième thème, le cadre institutionnel sur le développement durable. Ici, ce qu'on voit, c'est des soumissions pour le renforcement du PNUE, le Programme des Nations unies en environnement, comme par exemple élevé comme une agence spécialisée où il y aurait un full membership. Donc, tous les pays devraient être membres. Présentement, tous les pays ne sont pas membres du PNUE. Ils auraient aussi, dans ce cadre-là, un financement assuré. Maintenant, c'est un programme, c'est les pays volontairement qui donnent de l'argent à l'ONU, au PNUE. Par contre, il n'y a pas vraiment d'accord à ce point-ci pour créer une organisation mondiale de l'environnement. Il y a aussi des discussions pour l'élévation de la Commission du développement durable ou de la création d'un Conseil permanent du développement durable, un peu comme on a vu pour le Conseil sur les droits humanitaires qui a été créé. Donc, il y a beaucoup de discussions, il semble avoir assez de support. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où il n'y a pas vraiment... Il y a la Commission du développement durable qui fait son travail ici, puis tu as le reste des Nations unies, tous ces programmes qui font le travail de terrain, mais il n'y a pas d'intégration des concepts et des principes de développement durable dans ce travail-là. Donc, l'idée, ce serait, si tu as un conseil permanent de développement durable, est-ce que tu arrives à imprégner ces principes-là de développement durable dans tout le travail des Nations unies, les programmes? Il y a aussi beaucoup de support pour le renforcement des commissions régionales. Pourquoi? Les commissions régionales que nous avons, comme ECLAC, ESCAP, ce sont des commissions qui travaillent au niveau des régions, en Amérique latine, en Asie, dans les pays arabes, en Afrique. Et eux, ils travaillent beaucoup plus près avec les nations pour implémenter justement ou mettre en œuvre les engagements qu'on prend au niveau international. Mais ils ont des ressources très limitées et donc l'idée, ce serait de renforcer. Il y a vraiment une idée de décentralisation de la capacité du pouvoir de mise en œuvre. Parce qu'on voit très bien que la mise en œuvre n'a pas eu lieu depuis 1992, fait qu'il y a clairement quelque chose qui ne marche pas dans le système. Aussi, une participation accrue de la société civile à tous les niveaux. Là où on voit qu'il y a vraiment eu de l'action, au niveau de la société civile, il y a eu beaucoup d'outils qui ont été proposés. Le footprint analysis, par exemple, les empreintes écologiques. Tous ces outils-là de certification de Forest Stewardship Council, Marine Stewardship Council, ça vient des groupes non gouvernementaux. Ce sont des avancements qui ont été vraiment faits par les groupes non gouvernementaux. Et comme ils font la mise en œuvre, est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir une participation plus accrue dans la prise de décision au niveau international, mais aussi au niveau national? Et finalement, une contribution accrue de l'ONU au niveau national. Aider les pays plus près, et ça parlerait un peu plus du programme des Nations unies en développement. Maintenant, il y a aussi des priorités qui émergent. Si vous voulez commencer à lire quelques-unes des soumissions, vous allez voir qu'il y a des thèmes qui reviennent constamment. 1, 2, combattre la pauvreté, clairement. Créer des emplois verts et décents et l'inclusion sociale. Clairement, ce sont des thèmes, avec la crise financière et la crise économique, ça revient constamment. La sécurité alimentaire et l'agriculture durable. On vient de connaître depuis 2008, 2 crises alimentaires, et donc c'est vraiment sur le top de l'agenda, finalement, comme économiste agricole, ça fait 20 ans qu'on attend ça. Mais c'est de retour sur l'agenda et c'est quelque chose il est difficile de penser qu'on va avoir un accord à Rio qui n'inclura rien sur ces thèmes-là. La gestion intégrée de l'eau, de plus en plus une ressource très limitée dans beaucoup de pays. Donc, comment on gère comment on peut aider à gérer l'eau mieux. L'accès à l'énergie renouvelable universelle. Bon, l'accès à l'énergie universelle, de préférence renouvelable, et l'efficacité énergétique sont aussi sur le top de l'agenda. Ville et habitat durable. On a plus de 50 % de la population déjà qui habite dans les villes. On a des méga-villes qui se créent à peu près une fois par semaine. Et la gestion de ça, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, du logement dans ces villes-là, si elle n'est pas faite dans un cadre de développement durable, c'est ingérable. La gestion des océans, bien entendu, et la résilience et préparation aux désastres accrus. Dans ce cadre-ci, ça veut dire que les changements climatiques, qui causent beaucoup d'augmentation des désastres accrus, et la demande pour une plus grande résilience, sont vus comme un cross-cutting issue. C'est quelque chose qui rempire tout le reste, en fait, qui rend plus difficile
de gérer tout le reste. Maintenant, dans les thèmes transversaux aussi, on a la consommation-production durable, les moyens de mise en œuvre, dont des outils de mise en œuvre. Il y a beaucoup de groupes, surtout des groupes non gouvernementaux, incluant ici au Québec l'Université de Sherbrooke, qui ont travaillé avec le gouvernement pour développer un outil pour le BNQ, 21 000. Ils ont proposé un outil, carrément, comme proposition. Et il y a plusieurs autres qui ont proposé des outils comme ça, pour la mise en œuvre, spécifiquement. Il y a beaucoup de propositions de plateformes d'échange et de connaissances. Il est vraiment intéressant de penser qu'à l'heure où on a le plus d'accès à l'Internet, le plus d'accès aux télécommunications, aux médias, social media, il y a vraiment une demande, il y a encore un besoin d'échanger entre les pairs, mais aussi interdisciplinaire sur des thèmes. C'est quelque chose qui revient. Il y a un exemple qui est très particulier, c'est celui des fermiers. Extension Services en anglais, donc le service conseil pour les producteurs, mais pas seulement l'université qui va vers le fermier et qui dit voici les nouvelles technologies, les nouvelles connaissances, mais prendre compte des connaissances traditionnelles et les ramener à l'université pour influencer la recherche qu'on fait dans les universités. De plus en plus, avec les technologies informatiques, ça nous permet de plus en plus de pouvoir avoir cet échange ponctuel. Et bien entendu, les groupes comme ICLEI dans les villes, pour le développement des villes et les échanges de pratiques, de bonnes pratiques pour le développement des villes et des éco-villes. Maintenant, qu'est-ce que les groupes principaux, les grands groupes ont proposé? Les initiatives reliées sont quasiment infimes. Donc, j'en ai listé quelques-unes. Je ne les ai pas traduites parce que je n'ai aucune idée comment ça se traduira en français. Peut-être qu'on aurait des idées. Mais l'idée, c'est que vous pouviez voir qu'il n'y a pas d'accord, premièrement, dans la société civile sur l'économie verte non plus, juste comme les pays membres. Il y en a qui parlent de green economy. On y va à fond. On supporte ça. Il y en a qui parlent de degrowth. Ceux-là, ils n'ont vraiment pas parlé aux gens dans les pays en développement. Distributive growth. Global Transition, Holistic Growth, enfin, vous voyez, il y en a une panoplie et il y en a plusieurs d'autres ailleurs. J'ai un document que j'ai préparé, si jamais vous êtes intéressé, que je peux laisser à Yann, qui décrit c'est qui les groupes derrière chacun de ces idées, de ces lignes de pensée et les contacts pour les contacter, ou leur site web, si ça vous intéresse. Maintenant, en termes de propositions concrètes, on a eu une réunion de UNDPI, c'est le Department of Public Information des Nations Unies. À tous les 2 ans, il y a une conférence avec la société civile. On a eu un nombre record de participation, 1400 groupes qui se sont présentés. 1400 participants je ne me souviens pas combien de groupes, mais un nombre extrême. Et ils se sont mis d'accord. Imaginez à quel point c'est difficile pour des groupes distincts comme Oxfam, Greenpeace, et WRI, par exemple, de se mettre d'accord sur des objectifs de développement durable. Ils se sont mis d'accord, malgré tout, et ils sont mis d'accord sur 17. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'entrecoupements entre ceux-ci et les 7 priorités que j'ai présentées qui ressortent des documents du gouvernement. Ça, c'est bon signe. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quantifié ces objectifs-là et ils ont mis des dates butoirs. C'est là où peut-être que, comme on dit en bon français, « the rubber hit the road ». Et le MCPD, pardon, ça, c'est les modes de consommation-production durable. Mais vous voyez un peu les thèmes qui ressortent. Ce qui n'est pas ressorti des gouvernements, c'est accès à la santé universelle, un plancher de protection sociale qui ne ressort pas nécessairement. Il ressort dans quelques-unes comme le Brésil et d'autres pays, mais pas nécessairement. Ce n'est pas quelque chose qui est omniprésent. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? De l'accès à l'information et la justice sociale qui ressort beaucoup dans ce document. Ça, c'est un document qui est en ligne que je vous invite à voir parce qu'un des trucs qu'on essaie de voir, c'est est-ce que les groupes régionaux, les groupes nationaux ne peuvent pas récupérer ce document-là? Déjà qu'il y a des gens qui ont travaillé à faire une ébauche initiale et l'adapter à leur niveau. C'est au niveau de la communauté, au niveau national, au niveau régional. Et pour avoir une vision un peu plus adéquate au niveau où on travaille. Maintenant, il y a aussi beaucoup de groupes et de coalitions de groupes qui ont fait des propositions de convention. Et là, on va y arriver bientôt sur le groupe le rôle des universitaires, pardon. Et ce qui est frappant pour moi, c'est qu'il y a très peu de groupes universitaires qui ont mis de l'avant
des objectifs de développement durable, qui ont mis de l'avant des conventions, qui ont formé des coalitions pour soumettre des soumissions à l'ONU. Je trouve ça vraiment intriguant qu'il n'y en a pas plus, parce qu'on penserait que le savoir, il est dans nos universités. Comment ça se fait qu'on n'a pas plus? Moi, j'aurais pensé qu'il y en aurait au moins 60% qui viendraient des universités. C'est quelque chose que j'aimerais que, pour plus tard dans la discussion, qu'on soulève. Mais enfin, pour revenir à mes moutons, plutôt mes conventions, on a la convention sur le WRI, le World Resource Institute des États-Unis, qui vraiment pousse pour une convention sur le principe 10 de l'Agenda 21 sur l'accès à l'information, participation, justice sociale, accès universel à l'énergie, principe de non-régression en droit environnemental, et je crois que Paula, vous allez adresser ça la semaine prochaine dans votre meeting. Oui? OK. Donc, c'est les juristes. Ensuite, la responsabilité sociale des entreprises et reddition de comptes. Ça, c'est intéressant parce que Aviva, qui est une des plus grosses compagnies d'assurance au UK, a entériné cette demande de convention et il y a de plus en plus de traction derrière ça. Une convention sur le principe de précaution. Ça, c'est un groupe basé ici au Québec. En fait, c'est ETC qui est derrière cette convention-là. Donc, ce serait de renverser comment on dit, fardeau de preuve. Merci. Donc, quand tu introduis une nouvelle technologie, tu dois prouver qu'elle est safe, elle est sécuritaire, plutôt que l'inverse. Donc, pour tout ce qui est le bioengineering, la nanotechnologie, biotech, etc. Un cadre et standard pour les éco-cities. Qu'est-ce que ça aurait de l'air, une éco-city ou une Gaia City? Comment est-ce qu'on s'y rend? Et est-ce qu'on a des outils pour savoir où est-ce qu'on est présentement et comment s'y rendre? EcoCity Builders a développé cet outil. Ils essaient de voir s'ils ne pourraient pas avoir des villes qui s'engageraient à développer, à regarder où est-ce qu'elles en sont et se mettre d'accord pour dire d'ici 2030, on va atteindre le niveau EcoCity. Et ça, ce sont des standards économiques, sociaux, environnementaux et culturels, ce qui est très intéressant. Il y a plusieurs pays et plusieurs groupes qui ont proposé d'additionner un pilier, un quatrième pilier au développement durable qui serait culturel. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, que d'ailleurs, je devrais additionner dans mes slides. Une convention sur le droit à la sécurité alimentaire et, je n'ai pas traduit, Prior and Informed Consent. Ça vient beaucoup des groupes des Premières Nations. Parce que ça a été entériné à la Convention sur la biodiversité, mais on a de la misère à le faire reconnaître ailleurs aux Nations unies. Alors, si on peut l'avoir à la Convention sur la biodiversité, pourquoi pas ailleurs? Maintenant, sur quoi se basent ces groupes, ou la plupart de ces groupes, et qu'est-ce qu'ils soulèvent comme argument pour mettre de l'avant ces conventions ou ces objectifs de développement durable, etc.? Est-ce que le temps va? Ah, oui. Un des arguments qu'ils mettent de l'avant, c'est qu'on utilise les ressources de la planète à un rythme beaucoup plus élevé que la planète les reproduit. Donc, rapidement, vous avez tous vu ce graphe. D'ici 2030, on utilisera l'équivalent de 2 planètes en ressources sur la planète. Donc, clairement, pas durable. Le deuxième argument qu'on amène de l'avant beaucoup, et ça, c'est un autre exemple auquel je vais revenir, ça, c'est un article qui a été publié dans Nature en 2007 par un groupe de scientifiques, l'idée par WWF, UK et Foundation for Democracy. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont catégorisé la planète en 9 boundaries que nous avons. De ces 9 boundaries, ils ont quantifié combien on ne peut, la boundaries qu'on ne peut pas dépasser avant que ça wreak havoc avec la planète au complet. Et, en bon français, oui. Frontières, oui. Frontières. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'on a déjà excédé 3 des frontières. Donc, celle sur les cycles d'azote, celle sur la biodiversité, la perte de biodiversité, et celle sur les changements climatiques. Maintenant, vous regardez ce graphe-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup des changements climatiques, mais la biodiversité, on a excédé beaucoup plus que les changements climatiques. Et le cycle d'azote aussi. Et on est sur le point d'en dépasser 3 autres. L'acidification des océans, le cycle de phosphore, et je ne me souviens plus, le troisième, c'est l'utilisation des terres et l'eau. L'autre argument qu'ils mettent de l'avant, c'est qu'on arrive à un épuisement de certaines des ressources et certains des minéraux. Et là, je vous donne juste un exemple, mais on a les graphes pour chacun des ressources.
Ça, c'est un graphe qui semble compliqué au prime abord, mais qui ne l'est pas. La grosseur du gizmo, c'est l'étendue de la ressource que nous avons, qui reste, OK? En oil. C'est quoi on dit oil? Pétrole. Et chacun des boules ou chacune des petits des soucoupes, si tu veux, c'est un groupe différent, c'est un estimé de groupes différents. Donc, celui-là vient de Shell, ça vient du US Department of Agriculture, International Energy Agency, etc. Donc, chacun a des estimés différents. Par contre, ce qu'on voit, c'est le pic, le latest peak, le pic le plus tard, c'est 2030. Et après ça, ce que vous avez ici sur l'axe vertical, c'est le rythme auquel nous allons exploiter cette ressource-là après. Donc, ça vous donne une idée combien d'années il va en rester. Donc, clairement, épuisement des ressources, et ça, c'est juste le pétrole, c'est une, mais on a beaucoup de matériaux où est-ce qu'on a le même compte-rendu. Un autre argument qui est mis de l'avant en fait, même pour le secrétaire général, pour dire que le développement durable, c'est la priorité numéro 1 sur la planète présentement, et beaucoup de groupes l'ont aussi mentionné, c'est que ça, c'est un graphe qui a été fait. Vous avez l'empreinte écologique ici, sur cet axe-ci. Et ça, c'est le Human Development Index que UNDP met de l'avant. Donc, c'est le niveau de développement des pays. Si vous regardez ce graphique, vous voyez que les pays développés ont une empreinte écologique très élevée. Les pays sous-développés en développement, une empreinte écologique très basse. Pas beaucoup de gens qui se retrouvent ici, où est-ce qu'on aurait un haut niveau de développement et une petite empreinte écologique. Et dans le fond, il faut tous qu'on se retrouve à peu près ici si on va avoir du développement durable. Et ça aussi démontre l'inégalité dans l'utilisation des ressources. Parce que les ressources sont utilisées ici. En bleu, en foncé, c'est la communauté européenne. L'Amérique du Nord, c'est en vert. Donc, vous voyez que ceux qui utilisent les ressources ici, il n'y a pas beaucoup de ressources qui sont utilisées ici. Et eux sont en plein développement. Ils ont besoin de ressources. Donc, c'est un peu les arguments qui sont utilisés derrière les propositions qui sont faites. Maintenant, on arrive au thème de la conférence. Désolée que ça a pris tant de temps, mais il fallait mettre le contexte. Le rôle des universitaires et universités. Pour commencer, l'Assemblée générale, quand elle a fait sa résolution pour tenir cette conférence, elle a mentionné les grands groupes et la société civile dans 8 des 9 paragraphes de la résolution. Donc, clairement, on met de l'importance sur les groupes non gouvernementaux. Elle invite les grands groupes à participer à toutes les étapes du processus, y compris à la conférence. C'est quoi le rôle des grands groupes? Contribuer aux interventions dans les réunions préparatoires, les conférences, soumettre des propositions, développer et faire le lancement de partenariats et d'initiatives. Il va y avoir 4 jours des Sandwich Days entre la préparatoire et la conférence. Donc, durant ces 4 jours-là, c'est dédié à la société civile ou aux groupes non gouvernementaux. Et établir des événements parallèles, des foires de partenariat, des learning centers et pavillons, etc. C'est qui les major groups? C'est qui les groupes principaux? C'est les jeunes et enfants, indigenous people, les ONG, les autorités locales, les syndicats et travailleurs, business et industrie, communautés scientifiques, fermiers et femmes. Et la question est, où sont les universitaires et chercheurs universitaires? Parce qu'on a vu que c'est les grands groupes qui vont adresser l'Assemblée générale. Il y a la communauté scientifique qui est ici, où est-ce qu'il y a certains membres des universités qui s'y joignent. Ils sont les groupes organisateurs ou facilitateurs pour eux, c'est le ICSU, International Council for Scientific Community, et le World Engineer Organization. Quand j'ai des gens de l'université qui viennent me voir et qui me disent « Chantaline, je veux m'intégrer dans le processus, où est-ce que je vais? » Je les réfère à eux et ils ont beaucoup de problèmes à s'intégrer parce que ce n'est pas vraiment une recherche universitaire, c'est quelque chose de technique et technologique. Et dans ça, où est-ce qu'on voit les sciences sociales?
Et donc, c'est vraiment un problème où est-ce qu'on me dit, bien, Chantaline, c'est parce que moi, je veux participer, mais où est-ce que je cadre? Où est-ce que je m'encadre là-dedans? Bon, oui, on peut travailler avec les fermiers, on peut travailler avec les enfants, on peut travailler avec les peuples indigènes, mais ils vont avoir leur propre processus. Et l'idée est de savoir, une question qui serait valable, est-ce qu'on a besoin d'un groupe pour les universitaires ou est-ce que les universitaires devraient appuyer chacun de ces groupes-là, comme les fermiers ont proposé dans un système d'extension ou d'experts conseils pour les fermiers, ou est-ce que tu aurais un lien direct, une plateforme directe entre universitaires et fermiers? Question, je ne sais pas. Ce qui n'est pas là non plus, on a des amis du gouvernement du Québec ici dans la salle, ce sont les groupes gouvernementaux qui ne sont pas locaux, mais qui ne sont pas nationaux. Les groupes nationaux, ils sont représentés, ils ont leur propre processus. Mais les gens comme la Catalogne ou le Québec qui sont actifs internationalement ne sont pas représentés ici. Ils n'ont pas vraiment une voix directe, juste comme les universitaires. Alors, une des questions qui se pose est de savoir, est-ce qu'il y aura une refonte? Est-ce qu'il y aura une restructure? Ici, il y a des propositions concrètes qui ont été faites. Il y a les faith-based groups, groupes religieux, qui aimeraient aussi avoir leur propre groupe ici. Il y a les parlementaires qui aimeraient avoir leur propre groupe ici. Donc, question. Chacun des groupes peut aussi contribuer au site Web. Ici, il n'y a pas de problème parce que vous n'êtes pas obligé de passer à travers d'un des groupes principaux ou des grands groupes. N'importe qui peut, qui fait une réunion comme celle-ci, préparatoire ou en support pour Rio+20, pour mobiliser les gens, pour sensibiliser les gens, peuvent mettre sur le site Web en envoyant un courriel pour un username, un compte, un nom d'utilisateur, un mot de passe, et mettre l'information directe sur le site Web. Parce que l'idée, c'est qu'on veut gérer le plus d'intérêt possible et que les gens sachent qui fait quoi pour qu'ils puissent travailler ensemble. Maintenant, quelles sont les contributions traditionnelles des universités et des universitaires? Bon, souvent, on parle d'incorporer le développement durable dans les curriculums et les opérations du campus. Ici, on a des exemples comme l'Université de British Columbia, de Sonora et l'Université de Michigan, qui ont vraiment fait un travail de terrain pour intégrer dans les opérations de l'université elle-même et dans leur curriculum d'insérer le développement durable. C'est très difficile à faire et c'est pour ça, je pense qu'il y a très peu d'universités qui y ont réussi. Le Global Compact a un partenariat avec les business schools pour développer un principe pour le Principle for Responsible Management Education. Ça, c'est des principes de comment, dans les business schools, on devrait incorporer les principes de développement durable. Il y a aussi, on parle beaucoup dans les soumissions qui ont été faites, et c'est évident, si on va avoir une économie qui est verte, une nouvelle technologie, de nouvelles technologies pour supporter cette économie verte, on aura besoin d'une main-d'œuvre qui est adaptée. Est-ce que les universités, présentement, sont prêtes à délivrer et à former des gens pour la prochaine économie? Former des consommateurs responsables, des projets dans la communauté et faciliter la mobilisation des étudiants. Ça, c'est un peu les fonctions traditionnelles. Maintenant, ce que j'aimerais vous proposer pour la réflexion un peu, c'est, et au-delà de l'université, parce qu'on voit que les frontières planétaires, le ecological footprint, tout ça, ça a été développé par des groupes, des réseaux de groupes ensemble. Et souvent, ce sont ces réseaux-là, et on parle de créer des plateformes de connaissances qui sortiraient de Rio+20. Est-ce qu'à ce moment-là, le genre de recherche qui a été fait pour les frontières planétaires pourrait se former sur l'économie verte? Il y a une coalition présentement qui a été créée. Il y a quelques universitaires, mais c'est surtout des ONG. Pourtant, on doit bien avoir de la connaissance sur l'économie verte dans les universités. Sur la consommation et production durable, comment on change le comportement des citoyens pour qu'on ait une consommation et production durable? Est-ce que si on y va seulement avec les frontières planétaires, c'est seulement environnemental? Est-ce que ce sera socialement juste? Parce que ça ne parle pas de l'équité d'utilisation des ressources et de la frontière. Donc, est-ce qu'il y a de la recherche qui est faite là-dessus et est-ce qu'elle s'insère dans les réflexions qu'on fait au niveau international? Conseil d'experts pro bono pour les villes durables. Il y a beaucoup de villes au Québec et je ne sais pas s'il y a une de vos collègues, Chantal Gagnon, qui travaille. Oh, je vais dire Drummondville, je ne sais pas. Je ne le dirai pas.
Victoriaville? Oui, OK, merci. Et elle travaille avec les villes. Mais s'il y avait plus de gens qui, avec les connaissances dans les universités, qui travaillaient directement avec les villes, surtout les petites villes, n'ont pas la capacité de mettre en œuvre, même s'ils ont développé un plan Agenda 21, ils n'ont pas nécessairement et puis ils ne peuvent pas nécessairement engager non plus des consultants. Ils ont pas mais est-ce qu'il y aurait moyen de faire ce lien entre les universités et les villes? L'extension Two-Way, ce que j'ai parlé tout à l'heure avec les fermiers, des outils et des conseils experts de mise en œuvre, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour la responsabilité sociale des entreprises. Il y a une étude qui a été montrée, qui a été faite, qui démontre au Québec qu'on est au point où est-ce que les gens sont prêts, sont vendus au développement durable, ils savent, il faut qu'on fasse ça. Ça lui prend des outils pour le faire. Ils sont où les outils appropriés à chacune des audiences, à chacun des groupes de la société civile? Et des plateformes de connaissances thématiques, comme on parlait tout à l'heure. Donc, je pense que je vais conclure avec ça. Et je vais juste mettre en garde parce que je travaillais avec un de mes collègues, David Irvin, qui a fait un rapport sur les universités et les nouveaux modes de partenariat universitaire business. Surtout aux États-Unis, ça se fait. Et on a vu ça beaucoup sur ce rapport qu'il a fait, c'est sur les biotechnologies. Et donc, il y a des labs à même les universités et on fait la recherche sur la biotechnologie et les patents, je deviens fatiguée, les brevets, à ce moment-là, sont retournés au niveau industriel, au niveau du business, avec une redevance à l'université. Par contre, ce que ça fait, comparé au modèle antérieur, ça ne va pas dans le domaine public, ces brevets-là. Où est-ce qu'on pourrait, à ce moment-là, avoir plus de recherches et d'autres chercheurs qui reprennent immédiatement parce qu'il y a un brevet et maintenant, ça va prendre 20 ans avant qu'on puisse continuer à travailler dessus. Donc, il met en garde sur ce type de développement, mais il y a des avantages aussi qu'il met. Donc, c'est un rapport que je ferai suivre aussi. Donc, je pense que je vais arrêter ici, sauf pour mentionner qu'il y a un réseau éducation qui existe, mais c'est surtout d'information. Il faut mettre l'information un peu comme vous faites, mais éducation pour la durabilité. Et je n'ai pas tout lu les rapports, mais le Japon parle d'éducation pour la durabilité. Ça semble être quelque chose qui ressort aussi dans plusieurs des constats. Merci.